On va passer à notre deuxième séquence de la matinée. C'est évidemment la séquence traditionnelle d'actualité. On sait qu'on l'a tous les ans. Je vais accueillir tout de suite pour l'entamer les deux présidents, Thierry et Dominique, s'ils veulent bien me rejoindre sur scène. Voilà, sous les applaudissements nourris de la salle. Je vous laisse venir, messieurs les présidents. Je vais renouveler peut-être un peu les, on fait tout, on fait la maintenance ici, hein. Et les bouteilles d'eau. Et on va commencer en regardant une vidéo. Et on a la chance d'avoir une vidéo de présentation du ministre, si vous pouvez vous mettre là tous les deux. Une vidéo du ministre qui a tenu à adresser un message à votre communauté, à votre secteur. On va tout de suite le voir et on en parle après. Mesdames et messieurs, en transportant chaque jour des patients malades ou blessés en situation d'urgence comme au quotidien, les ambulances et les véhicules sanitaires sont un maillon essentiel de la chaîne du soin dans notre système de santé. C'est pourquoi, même si je ne peux malheureusement pas être physiquement présent avec vous aujourd'hui à Montpellier pour cette 4e convention nationale de l'ambulance et de la mobilité sanitaire, il était très important pour moi d'avoir l'occasion de m'adresser à vous. En effet, votre slogan « Une profession en route vers la modernité » ne pourrait pas être plus vrai, et l'année passée a été riche de nombreuses avancées sur lesquelles je tenais à revenir rapidement. Tout d'abord, la signature de l'avenant 11 à la Convention des transporteurs sanitaires privés en avril 2023 a constitué une étape très importante. C'est véritablement un texte déterminant qui permet des évolutions majeures pour votre profession, adossé à des moyens importants pour les mettre en œuvre, avec une enveloppe globale de 340 millions d'euros pour la période 2023-2025. Répondant à l'une de vos revendications de longue date, les premières revalorisations tarifaires des transports en véhicules sanitaires légers ou en ambulance entreront très bientôt en vigueur, dès le début du mois de novembre. En plus de cette revalorisation importante, cet avenant modifie le mode de rémunération des ambulanciers en créant pour la première fois une rémunération forfaitaire annuelle de 1 100 € par véhicule, venant notamment valoriser l'investissement en équipement des ambulances. Il crée aussi un forfait annuel pour les véhicules 100% électriques afin de répondre aux enjeux environnementaux. Il met également en place une majoration du forfait pour le transport de personnes à mobilité réduite en VSL. Cet avenant a par ailleurs permis d'engager le mouvement du développement des transports partagés, qui est un véritable enjeu d'avenir alors que les besoins de santé de nos concitoyens sont en hausse constante. Nous poursuivons cette logique dans le budget de la Sécurité sociale pour 2024, qui sera prochainement examiné au Parlement, avec des mesures d'incitation à la diffusion de ce mode de transport qui garantit une évolution soutenable des dépenses tout en répondant mieux aux besoins de la population et aux enjeux du réchauffement climatique. L'article 30 du PLFSS prévoit ainsi par exemple de réserver le bénéfice du tiers payant aux patients qui acceptent le transport partagé, dès lors bien entendu que leur état de santé est compatible avec un transport partagé. Depuis plus d'1 an, vous mettez également en œuvre la réforme de la garde ambulancière. Je sais qu'il reste des ajustements à faire et je suis à l'écoute de vos préoccupations et de vos propositions. Mais je souhaite souligner que grâce à cette réforme, les carences ambulancières ont baissé de 25%. Cela doit nous engager à poursuivre dans cette voie. Sachez que je mesure tout à fait combien ce premier succès a nécessité un investissement majeur de votre part et je tiens à le saluer. Je n'ignore pas non plus les difficultés en matière d'attractivité que connaissent vos entreprises. Je sais que vous êtes actuellement confrontés, comme de très nombreux secteurs de l'économie, pour votre fonctionnement à de nombreux postes vacants. Je suis déterminé à ce que nous puissions continuer de travailler ensemble ces sujets d'accès à la profession et de recrutement, notamment sur la question de l'abaissement de l'âge d'accès au diplôme d'État d'ambulancier. Mesdames et messieurs, le thème que vous avez choisi de donner à votre convention est cette année « L'ambulancier, un professionnel de santé qui prend ses responsabilités ». Vos responsabilités, en effet, elles ont été très récemment et concrètement élargies et vous les prenez.
Vous le savez, depuis un décret d'avril 2022, les ambulanciers peuvent réaliser 10 nouveaux actes professionnels dans le cadre de la participation à l'aide médicale urgente. Plus largement, je dois dire que je souscris parfaitement à cet état d'esprit qui est celui dans lequel j'envisage l'avenir de notre système. Nous ne progresserons que si chaque secteur, chaque profession, en ville comme à l'hôpital, avec le soutien de l'État et des pouvoirs publics, prend et partage les responsabilités qui nous incombent à tous. Cette notion de responsabilité est essentielle dans notre secteur, car, in fine, c'est bien pour la santé de nos concitoyens que nous travaillons tous ensemble chaque jour. C'est donc un thème particulièrement prometteur et j'ai hâte de connaître les propositions issues de votre congrès. Je ne serai pas plus long afin de vous laisser sans attendre profiter du riche programme qui vous attend. Bonne journée et très bon congrès à toutes et à tous. Merci. Peut-être en retour de cette vidéo-là et de ces messages-là, qu'est-ce que l'un et l'autre, vous entendez à la fois des messages de soutien et des annonces qui ont été portées par le ministre? Tout d'abord, je tiens à remercier le ministre d'avoir pris le temps pour faire cet enregistrement. On sait que son temps est assez précieux, malgré qu'on regrette profondément que sa visite n'était pas possible dans notre convention. Le micro plus près. Qui n'a pas été possible dans notre convention. Par contre, ce que j'entends, il a mis l'accent sur un point qui me paraît essentiel, notamment sur l'avenant numéro 11, en parlant clairement des forfaits que nous allons avoir et des rémunérations qui ne sont plus liées à notre mission de transport pur et dur. Et ceci est les prémices de ce que pourrait être notre métier dans les années à venir si nous arrivons, avec Dominique, à mener cette réflexion qu'il n'y a pas que le transport et qu'on puisse avoir des rémunérations d'actes différentes telles qu'on peut le connaître. Ça, c'est le point essentiel. Le second, ça concerne l'urgence préhospitalière. Il reconnaît notre investissement. On aura l'occasion tout à l'heure d'y revenir avec la DGOS qui a un petit peu de retard puisqu'il y a eu un problème avec la CNCF. C'est de dire clairement que, un, il reconnaît notre investissement. Deux, pour la première fois, il annonce un chiffre, chose qu'on n'avait toujours pas, qui est les fameux 25% d'abattement de la carence. On va voir ce que ça en est. Et il nous ouvre aussi la continuité des travaux, et on y reviendra aussi avec la DGOS. Mais je vais laisser Maurice, décidément, le lapsus. Dominique, pour continuer. C'est peut-être à cause de la coupe de cheveux. Je me rapproche de toi, Maurice, c'est vrai. Alors, oui, je vais paraphraser un peu ce que dit Thierry, mais je vais quand même pousser quelques mots. On aurait préféré que le ministre soit plus près de la santé que de l'intérieur. On aurait préféré qu'il vienne ici, c'est clair. On va pas se le cacher. Il nous apprend pas grand-chose dans son discours. Par contre, il nous envoie quand même quelques signaux qui sont intéressants. Des signaux qui sont quand même des signaux assez forts. Effectivement, on entre dans une nouvelle ère avec un nouveau système de financement sur des outils comme le matériel, que ce soit le matériel écologique, électrique. Alors, le choix a été de l'électricité qui a été fait là, mais aussi sur le matériel technique avec des enveloppes de financement affectées à ça. Donc, c'est les prémices, effectivement, peut-être d'une nouvelle façon de penser à la fois le travail de l'ambulancier et le financement de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus transporteur, mais on va faire des actes de soins, des actes de prise en charge, ou même éventuellement des actes qui peuvent être administratifs ou avec d'autres caractères. Mais voilà, une nouvelle logique qui est là et qui est intéressante. Après, effectivement, il y a l'urgence préhospitalière, où là, déjà, la première chose qu'il nous dit, c'est que la réforme, elle a été mise en place et qu'elle fonctionne, et que c'est un succès. Et ça, c'est important de constater que la réforme de l'urgence, elle a quand même été, il faut qu'on se rappelle, hein, elle a quand même été mise en place dans des circonstances, dans des conditions assez compliquées. Les textes sont arrivés très tard et le délai d'application, la mise dans la date d'application était très tôt. Hein, des textes en avril pour une mise en application au 1er juillet. Donc c'était assez compliqué. Malgré tout, on a quand même réussi à développer cette mesure sur l'ensemble du territoire et elle fonctionne.
elle fonctionne et les retours sont bons. Alors c'est 2,5 millions de prise en charge, je crois, sur 12 mois plus ou moins. Et là, le ministre nous annonce, alors c'est les chiffres qu'on n'avait pas, mais le ministre nous annonce 25% de baisse des carences. Donc c'est effectivement quand même un signal fort. Et de ce côté-là, je crois que c'est important de noter ces signaux et notamment ces deux axes-là. Après, il ouvre la porte. Il ouvre la porte à nos propositions, à écouter peut-être aussi ce qu'on a à lui dire et à avancer. On sait qu'on doit conforter certaines de ces mesures. On doit aller encore plus loin. Voilà, la porte est ouverte. Maintenant, c'est à nous de faire le travail peut-être et d'avancer, de lui faire des propositions. Alors, on va avancer justement sur cette matinée avec vous, avec Louise Piouet, adjointe au chef du bureau premier recours de la DGOS qui nous a rejointe. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On va aborder différents dossiers avec vous avant de faire des échanges avec la salle. Le premier, bien évidemment, c'est revenir, et le ministre d'ailleurs l'a évoqué, sur la mise en place de l'UPH que vous avez, dont vous êtes un peu à l'origine, que vous avez accompagné, que vous suivez aujourd'hui fortement à la DGOS. On attend d'ailleurs le bilan, le premier bilan un peu d'étape de cette mise en place. Quand est-ce qu'il est prévu, et avec l'ensemble des données un peu qu'on aura, et comment est-ce que vous faites pour récupérer les données justement qui vont permettre d'évaluer de manière précise quels sont les transports, quelles sont les carences, où ça s'est fait, comment ça s'est fait? Alors, avant de répondre à votre question sur les carences, je tiens à m'excuser pour mon retard à cette conférence et vous dire que je suis très heureuse de représenter la Direction générale de l'offre de soins et d'être présente aujourd'hui pour discuter des dossiers qui sont en cours au sein du bureau et puis recueillir vos avis, vos attentes, entendre comment la réforme et l'ensemble des réformes qu'on porte à la DGOS sont mises en place sur le terrain. Donc je vous remercie pour l'invitation et je suis vraiment très heureuse d'être là. Donc pour vous répondre sur la question des transports sanitaires. Quand le bilan et comment est-ce que vous le construisez, si je puis dire? Alors, pour construire le bilan, déjà on repart de l'objectif initial de la réforme du transport sanitaire urgent. Il y avait deux objectifs principaux. Le premier, c'était d'assurer une réponse pour le SAMU lorsqu'il demande un transport sanitaire urgent. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a effectivement une disponibilité accrue des transporteurs sanitaires pour répondre aux demandes du SAMU? Ça va être un premier objectif. Le second, c'est de diminuer les carences ambulancières, donc de diminuer les recours aux pompiers. Et comme l'a annoncé le ministre, on a déjà des premières tendances qui se dessinent, qui sont favorables, avec une diminution d'environ 25% des carences. Alors pour nuancer un petit peu ce premier bilan, c'est un pré-bilan qu'on a effectué sur l'année 2022 en comparant les données du premier semestre avec celles du second semestre. Vous savez que la réforme s'est mise en place progressivement, donc l'objectif c'était de voir s'il y avait effectivement une évolution entre la première partie et la deuxième partie de l'année. L'objectif, ça va être sur fin 2023 d'avoir un bilan complet, donc de confirmer les tendances quantitatives, à savoir quel est le nombre de carences que l'on observe, mais pas seulement les données carences, c'est aussi de voir par secteur et selon les modes d'organisation de la garde locale, quels sont les nombres de transports qui ont été demandés, donc transport pendant la garde, hors garde, sortie blanche, donc des données quantitatives. De voir également toutes les données qualitatives. Donc, avec la réforme du transport sanitaire urgent, il y avait toute une organisation mise en place. Donc, c'est de voir si les cahiers des charges ont pu être signés ou si ce sont des avenants aux cahiers des charges, comme ça a souvent été le cas. C'est de voir comment se sont déployés les coordonnateurs ambulanciers sur le territoire et de voir quels sont les contenus des conventions tripartites quand elles ont été signées, de voir comment on peut accompagner aussi les signatures des conventions tripartites. Donc notre calendrier, c'est fin d'année 2023 pour cette double dimension qualitative et quantitative. Avec donc des données aussi très territorialisées, j'imagine qu'on pourra avoir, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des différences d'un territoire à l'autre qui sont assez notables et qui pourront être explicitées avec le fait de pouvoir mesurer les carences et donc les qualifier pleinement pour ce qu'elles sont quand elles sont en fonction de ce qu'est la réalité de la sortie ou de la non-sortie, puisqu'on entend bien depuis hier qu'il y a une problématique qui se pose notamment avec les pompiers et avec Matras sur une problématique de requalification d'un certain nombre de carences. Est-ce que c'est
vous entendez cette problématique revenir du terrain et comment est-ce que vous pouvez travailler aussi à améliorer la régulation? Parce qu'on voit bien que sur le terrain, il y a des endroits où c'est un peu compliqué, la qualification de la carence. Alors, la qualification de la carence est effectivement un enjeu qui remonte du terrain. C'est pour une définition juridique qui est très précise pour nous, que je peux rappeler. Une carence, c'est une situation où il y a une prescription de transport par le SAMU. Il y a ensuite une demande de transport sanitaire qui est formulée auprès des transporteurs sanitaires. Et on constate un défaut de disponibilité du transporteur sanitaire qui conduit à demander une intervention des pompiers, du service d'incendie et de secours. Et cette intervention, elle se fait sur des missions qui ne sont pas celles des pompiers. Celles des pompiers sont listées dans un des articles du Code des collectivités territoriales. Donc ce ne sont pas des missions des pompiers et ce ne sont pas notamment des départs réflexes, puisque la jurisprudence nous dit aussi qu'une carence ne peut pas être, on ne peut pas qualifier de carence une sortie qui est un départ réflexe. Donc on a vraiment un ensemble de critères sur la carence qui sont des critères juridiques. On est aujourd'hui dans le cadre de la mise en place de la commission de conciliation paritaire. Cette commission était prévue par la loi Matras. C'est une commission qui est entre la santé et les services d'incendie et de secours, dont l'objectif est de regarder les situations litigieuses, les interventions qui sont litigieuses où on interroge sur la qualification ou non en carence. À cette commission participent donc plusieurs membres côté santé, notamment le directeur de l'établissement support du SAMU, le président du conseil de surveillance de l'établissement de santé, le chef de service du SAMU. De l'autre côté, on a donc des représentants pompiers. C'est présidé par le directeur général de l'ARS et le préfet. Les objectifs. Alors, les ambulanciers ne sont pas dans la commission de conciliation paritaire. Par contre, elle est sous l'égide du CODAMUPS. Donc, il y a une restitution au CODAMUPS de ce qui se passe au sein de cette commission de conciliation paritaire. L'objectif, c'est de regarder carence par carence, situation litigieuse par situation litigieuse, s'il y a une qualification ou non en carence. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans le cadre de la mise en place de cette commission, puisque le décret est sorti cette semaine, en début de semaine, et il y aura une instruction de la part du ministère de la Santé pour bien rappeler quelles sont les situations dans lesquelles on peut qualifier en carence, quelles sont les situations dans lesquelles on ne peut pas qualifier en carence. Et dans cette organisation, il y a un rôle particulier du coordonnateur ambulancier, puisqu'il sait quelles ont été les demandes de transport sanitaire effectuées, et donc celles qui n'ont pas pu être honorées, et qui doivent venir étayer avec des données ce qui est effectivement une carence et ce qui ne l'est pas. Voilà. Une chose, un détail qui n'en est peut-être pas un. Vous dites qu'il y a des critères qui définissent qu'il y a une carence. Or, la Matras, pour ce que je comprends, parce que toute cette affaire est un peu complexe tout de même, dit qu'il y a des critères qui définissent un départ réflexe. Et donc, ces critères contre critères, d'une certaine manière. Quand vous dites qu'il y a des critères, ils viennent d'où et ils ont quelle valeur par rapport à ce que Matras peut dire de ces critères à eux, en fait? Alors, les critères viennent de la jurisprudence du Conseil d'État. Donc du Conseil d'État. Voilà, ces critères ont été posés par le Conseil d'État. Ce que dit la loi Matras, c'est qu'on peut y avoir une qualification en carence qui intervient après. Mais ça n'enlève pas les critères de la carence qui sont déjà définis par le Conseil d'État. L'instruction, elle va être diffusée où, cette instruction de santé? Et est-ce que vous la faites, vous, et elle est prévue pour quand? Alors, elle est prévue pour le plus rapidement possible, puisque le décret est sorti. On doit la partager donc, avec les fédérations de transport sanitaire pour s'assurer que ce qui est inscrit n'omet aucune dimension, puisqu'il y a vraiment, comme je disais, un enjeu pour le coordonnateur ambulancier et un enjeu collectif pour bien pouvoir tracer les différentes situations. Donc, on va la partager très bientôt. C'est une instruction qui est rédigée côté santé et qui a vocation à à être diffusée auprès des ARS et des SAMU, et qui pourra être diffusée également de votre côté transporteur sanitaire. On reviendra là-dessus certainement. Un autre enjeu clé, et c'était d'ailleurs dans l'origine de la réforme, c'est la sectorisation. Et Marc Basset le disait tout à l'heure, en effet, la sectorisation va peut-être falloir un peu la réviser à certains endroits. Et d'ailleurs, c'était prévu originellement de faire une revisite un peu de cette sectorisation à l'épreuve des réalités du terrain. Quand et comment c'est prévu ça ?
Alors, la sectorisation, je reviens sur la définition des secteurs. On les a mis en place avec 2 critères, l'activité constatée sur le terrain, et puis l'objectif d'avoir une intervention du transport sanitaire dans les 30 minutes, donc arriver sur place auprès du patient 30 minutes après la demande du SAMU. Donc c'est comme ça que ça a été défini, donc c'est comme ça qu'il va falloir voir si les secteurs qui ont été mis en place sont pertinents. Et c'est dans le cadre du bilan quantitatif de la réforme qu'on va aussi évaluer les secteurs, mais pas seulement les secteurs, c'est aussi l'amplitude horaire de la garde sur les différents secteurs. Donc c'est dans un deuxième temps, une fois qu'on aura fait l'analyse de l'ensemble des chiffres sur la mise en place de l'organisation locale, donc on est effectivement vraiment dans une étude département par département, c'est une fois qu'on aura ces données qu'on pourra voir quels sont les axes d'amélioration. Et très certainement, on va avoir des résultats très différents selon les départements, donc des accompagnements très différents à mettre en œuvre. Aujourd'hui, la DGOS a beaucoup accompagné les territoires d'outre-mer pour la mise en place des cahiers des charges. On sait que cette nécessité d'accompagnement au niveau du département, c'est vraiment important. Donc, c'est quelque chose auquel on se prépare suite au bilan de la réforme et pour pouvoir réviser éventuellement l'amplitude horaire et la sectorisation. Vous avez précisé l'importance du coordinateur ambulancier là où il est présent. 40%, c'est l'hospitalier qui sont un peu en poste. Quel enjeu il y a pour vous à étendre la couverture du territoire en coordonnateur ambulancier et quels moyens vous pouvez déployer pour aider à cela? Alors, pour nous, l'enjeu, c'est qu'il y ait des coordonnateurs ambulanciers sur l'ensemble des départements. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 80% des territoires qui sont couverts, avec des organisations qui sont différentes. Il est parfois positionné au sein du SAMU, parfois au sein de l'association de transport sanitaire urgent la plus représentative du territoire. Donc, point de vue de la DGOS, c'est indifférent ce positionnement d'un côté ou de l'autre. L'objectif, c'est qu'il y ait un coordonnateur ambulancier et que ces missions soient clairement définies. Donc, la demande, elle est plutôt au niveau de l'Agence régionale de santé qui doit accompagner le déploiement et s'assurer qu'il est bien présent et que ces missions sont clairement définies, et notamment ces missions sur la traçabilité des demandes de transport sanitaire, et en particulier sur les carences, comme on le disait tout à l'heure. Dernier point, et après je prendrai un peu les réactions des 2 présidents là-dessus, bien évidemment. Les conventions tripartites, voilà. En fait, oui, il y a l'émetteur en bas, et quand on met la main sur l'émetteur, les conventions tripartites, vous en avez parlé, vous avez dit que la DGOS est là aussi pour accompagner à leur mise en place. C'est un véritable enjeu, ça pose des questions, des difficultés sur la définition de la carence, on l'a vu hier, sur la répartition des rôles de chacun. Comment est-ce que vous pouvez accompagner, et surtout quel cadre, quelle garantie pour vous il y a à valoriser dans ces conventions tripartites, et comment vous pouvez accompagner, là aussi vous, DGOS, les ambulanciers, les organisations qui ont aujourd'hui à aller au-devant de ces conventions? Alors, les conventions tripartites, elles viennent en renforcement des cahiers des charges. Donc, les cahiers des charges, eux, définissent l'organisation précise de la garde, mais de l'ensemble du transport sanitaire. Et on a ensuite les conventions tripartites qui ont vocation à mieux définir les modalités de coopération entre SAMU, services d'incendie et de secours, et transporteurs sanitaires. Donc, définir des modalités de coopération, ça veut dire travailler éventuellement sur des systèmes d'information. Ça va être travailler sur les outils de géolocalisation s'ils sont mis en place. Ça va être travailler sur la qualité, la prise en charge, prévoir des modalités de formation éventuellement pour l'ensemble des parties prenantes. C'est ça l'objectif des conventions tripartites. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est une remontée, c'est qu'il y a une demande de travailler aussi sur la répartition des compétences. Là-dessus, ce qui est important de rappeler, c'est de bien rester dans un cadre légal qui est bien les compétences de chacun, et donc de ne pas outrepasser dans la Convention ce qui est prévu par la loi et par des arrêtés. Et concrètement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est parce qu'on parle de l'arbre décisionnel là, en l'occurrence. C'est-à-dire de ne pas redéfinir les branches de l'arbre localement
autrement que ce qui a été défini par les gestes et les compétences propres à chacun? C'est que en allant sur cette question-là de la répartition des compétences, il y a un double risque. C'est déjà de ne plus être conforme à ce qui est prévu par les textes au niveau national et d'avoir des organisations très différenciées sur le territoire. Et c'est aussi d'utiliser un vecteur juridique qui est celui d'une convention, qui n'est pas le meilleur vecteur pour redéfinir les attributions de chacun. Je me tourne vers les deux présidents pour compléter un peu ce que Louise vient de présenter. Et elle nous a parlé déjà justement d'une clarification et d'une affirmation aussi des critères de qualification de la carence. On sait qu'il y a aujourd'hui des problématiques qui se posent à ce niveau-là. Est-ce que ce qu'elle dit, l'instruction qui va être envoyée aussi, sont des choses qui sont à même de vous rassurer par rapport à ces problématiques de terrain qui remontent? Alors, tout d'abord, je remercie Louise d'avoir couru pour nous rattraper. Merci. Après, je répondrai oui et non à la question. En ce qui concerne déjà la qualification des carences, de base, la qualification, on les connaît. Il y a les carences qui sont liées à une défaillance éventuellement de l'entreprise de permanence, ou il y a des carences qui sont liées à un manque d'effecteurs, parce que les effecteurs en place sont déjà occupés. Donc on sait les qualifier, à moins qu'il y ait des qualifications différentes qui soient imaginées. Mais pour l'instant, en tout cas en ce qui nous concerne, on pense que les qualifications, on les connaît. Donc ça nous permet de pouvoir suffisamment avancer sur les statistiques. En tout cas, ça permet déjà de voir suffisamment clair. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, en ce qui concerne les carences, alors, le texte Matras, on le connaît depuis un certain temps. Hein, il n'est pas arrivé aujourd'hui. Et décret, on sait qu'il était bien où il était. On ne voulait pas le sortir. Nous, on le trouvait vachement bien où il était. Donc là, maintenant, voilà, on est devant un état de fait. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On est dans un état de fait, donc c'est comme ça. Et là, par contre, il va falloir effectivement qu'on ait un soutien des GOS, mais surtout de nos ARS sur le terrain. Parce que la grosse crainte que j'ai, moi, sur le sujet, c'est un tout petit peu d'expérience de terrain. Quand on est sur le terrain, que vous avez un préfet qui délègue, un directeur d'ARS qui délègue, éventuellement un SAMU qui envoie un cadre, et derrière, vous avez le colonel des pompiers qui est là, ça a tendance, tout le monde, à être un peu aux ordres. Et du coup, on a beaucoup plus facile à trouver des unanimités dans ces cas de figure. Et c'est là où on va avoir vraiment besoin des ARS, et des ARS qui soient en tenue de combat, je dirais, mais qui soient aussi en mesure de pouvoir s'opposer à éventuellement les abus qui pourraient être faits par rapport à ça. Parce que notre grosse crainte en été sur la qualification, et vous nous avez rassuré, parce qu'on a la même définition de la carence. On est 100% d'accord sur le schéma. Il faut juste que derrière, il y a la requalification a posteriori qui nous inquiète, parce que là, c'est effectivement un système de financement pas caché, parce qu'il n'est même pas caché, mais le vrai nom, c'est plus ça que carence revisitée. Donc voilà, c'est dans ces aspects-là, on va vraiment besoin des soutiens, et c'est là, bon, mais vous l'avez dit, on travaillera ensemble, mais on a vraiment un gros travail et qu'il faut qu'on fasse rapidement, parce que avant que tout le monde se mette dans la brèche. Complément, Thierry. Ben, merci Louise de participer à notre table ronde et d'avoir couru comme Dominique l'a dit. Moi, je vais aborder peut-être un autre axe. C'est qu'effectivement, on dit que la carence a chuté de 25%. Encore qu'il faudra aller au bout du travail. Mais je suis assez inquiet parce que d'un côté, elle baisse de 25%, mais côté tarifaire, elle monte de 65%. Et on voit vite ce qui va se produire dans les semaines à venir. Par rapport à cet enjeu de carence, qui est un enjeu fondamental, on a bien compris, et c'était le texte de loi qui est sorti comme cela, où les ambulanciers ne seront pas à la table de discussion sur la requalification de la carence. Donc pour éviter cela, nous avons par rapport à ce retour d'expérience des doléances très fortes à formuler, notamment concernant le coordinateur ambulancier. Le coordinateur ambulancier doit être en H24 sur l'ensemble du territoire français. Ça ne veut pas dire dans tous les départements. Il faut qu'on joue aussi cette mutualisation et cette optimisation pour que ce coordinateur ambulancier puisse avoir la traçabilité que nous devons avoir. Aujourd'hui, le retour d'expérience que nous avons,
lorsqu'on n'a pas un coordinateur ambulancier, et notamment lorsqu'il n'est pas rattaché à la TSU directement, on a d'énormes difficultés à avoir le relevé d'activité. Et alors, quand il n'a pas la nuit, c'est l'obscurité la plus totale. Donc, notre première demande... J'interromps dessus parce que Louise disait 80% en fait, du territoire aujourd'hui est couvert par des coordinateurs ambulanciers. Non, attendez. Il y a 80% qui est couvert. Certes, je ne le démap pas. Par contre, il n'est pas couvert H24 et il n'est pas couvert par des coordinateurs ambulanciers attachés à la TSU. On a entre 30 et 40% qui sont des hospitaliers. Pourquoi aujourd'hui on change légèrement d'orientation? C'est que ce retour d'expérience de terrain pendant cette année-là, il faut bien que ça serve à quelque chose. On a fait confiance, on a dit OK, on peut y aller. On constate d'une part que les informations remontées ne sont pas toujours au rendez-vous. Et on a d'énormes difficultés pour le suivi de nos entreprises, ou le doublon pour les entreprises. Mais un élément supplémentaire, c'est que comme nous sommes exclus de ces commissions de réclusion, si nous ne sommes pas à la source, puisqu'on a dit clairement qu'une carence, c'était défini par le Conseil d'État, et ça nous va à merveille, puisqu'il n'y a qu'une truc, il faut qu'on soit sûr, et d'ailleurs c'était le texte qui le précisait, que c'est le coordinateur ambulancier qui définit, qui détermine s'il y a carence ou pas. Donc, il y a une nécessité absolue pour que ce coordinateur ambulancier soit attaché à la TSU et qu'il soit vraiment salarié, puisqu'on a un vrai levier. Et ce retour d'expertise sur l'année démontre que lorsque le coordinateur ambulancier est bien rattaché à la TSU, les chiffres sont parfaits. Donc, on a une véritable démarche. Le deuxième élément... Allez-y, finissez Thierry et Louise. On pourra finissez. Allez-y, Louise. Non, finissez Thierry d'abord et Louise répond après. La courtoisie, moi, je ne peux... C'est... Comme ça, on va faire un tour. Voilà. Continuez sur votre lancée, Thierry. Le deuxième élément, on a parlé de la convention tripartite. Dans nos esprits, lorsque nous avons accepté, puisqu'il est hors de question de revenir sur nos engagements, puisque nous sommes deux fédérations responsables et qui s'engagent, on a dit OK, cette convention tripartite peut convenir. Mais dans notre esprit, il y avait une convention supra où on aurait pu participer. On s'aperçoit que dans le département, on n'y est pas dans la convention supra. Et dans cette convention tripartite que nous avons aujourd'hui, il n'y a que les charges des transporteurs sanitaires de ce coordinateur de la TSU. Rien sur l'action des sapeurs-pompiers ou l'activité des pompiers. Donc, nous allons demander un renforcement fort de cette convention pour que puisse apparaître soit un arbre décisionnel, non pas départemental, national, mais qui soit identifié par tous, ou le champ d'activité des uns et des autres. Ce qui va éviter la requalification matras de les conventions, puisque vous avez dit clairement ce qui dépend d'une mission de l'un ou de l'autre puisse le fonctionner. Et là, on ne s'oppose pas à vous. Par contre, on vient en soutien à la DGOS et à la santé. Parce que, et on ne se cache pas, on se l'est dit, nous avons donné comme consigne très claire à tous nos départements, y compris dans les dom-toms, de ne pas ratifier la convention tripartite, même sur la date du 31 décembre, si elle ne convient pas à l'ensemble des acteurs et qu'elle est ce modèle-là. Non pas qu'on fait un caca nerveux, entre guillemets, c'est simplement que par rapport à tout ce qui se prépare, et toujours à ce retour d'expérience que nous avons vu, on a vu que dès le mois de juillet, vous avez répondu plus que favorablement à la réponse à l'urgence hospitalière. Le ministre l'a dit. Mais on a vu aussi que depuis le mois de juin, il y a une modification significative de cela. Et c'est là, alors que le décret n'était toujours pas sorti sur Matras, qu'on voyait les requalifications Matras et compagnie dit, là, ça ne peut pas fonctionner. D'où la nécessité, nous aussi, de muscler notre jeu dans le comportement et de venir en soutien avec vous. Alors, les 3 points qui sont posés et votre réaction, Louis, sur chacun. Ce que dit Dominique sur une instruction santé, c'est bien, mais des ARS en tenue de combat, c'est pas mal aussi, au niveau des critères, si je résume bien. Sur un coordinateur ambulancier, oui, mais vraiment à TSUE, si je puis dire, parce que c'est là que ça se joue. Et sur des conventions tripartites vraiment renforcées. Comment vous réagissez sur ces 3 points-là ? Alors,
je tiens le micro correctement. Voilà. Sur le premier point, qui est de dire il faut que sur la commission de conciliation paritaire et sur la définition des carences, il y ait un alignement côté santé au niveau des agences régionales de santé comme des SAMU. On est tout à fait d'accord. C'est l'objectif de l'instruction et à la commission de conciliation paritaire, il y aura à la fois les représentants de l'établissement de santé et le directeur général de l'ARS. L'objectif, c'est aussi de rappeler que cette commission de conciliation, elle est là pour se concilier. Elle n'est pas obligatoire et il n'est pas obligatoire qu'il y ait un accord à l'issue de la conciliation. On peut aussi avoir un procès-verbal qui entérine un désaccord qui persiste et donc ça n'épuise pas les voies de recours. On peut toujours aller au tribunal administratif pour discuter de carences sur lesquelles on n'est pas d'accord. Donc ça, c'est important. C'est à la fois bien documenter la carence et en même temps se dire qu'il n'y a pas nécessité d'aboutir à un accord. Voilà. Premier point. Alors, on a parlé aussi de mise en place des coordonnateurs ambulanciers sur tout le territoire et H24. L'esprit de la réforme transport sanitaire urgent... H24 est très attaché à TSU. Attaché à TSU. Là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, du point de vue de la DGOS, l'objectif, c'est d'avoir des coordonnateurs et que l'organisation soit claire et qu'elle fonctionne, qu'ils soient rattachés au SAMU ou aux ATSU. Il n'y a pas de position côté DGOS sur l'un ou sur l'autre. Sur l'amplitude horaire, l'objectif de la réforme transport sanitaire urgent, c'était d'avoir des coordonnateurs ambulanciers sur le territoire la journée. Alors, à l'exception de certains territoires où l'activité est vraiment très faible. J'entends la demande que vous formulez. On peut aussi regarder dans le cadre de l'évaluation de la réforme et notamment sur notre capacité à avoir des carences étayées, enfin, un suivi étayé de la donnée de demande de transport sanitaire et éventuellement de la disponibilité ou non du transport sanitaire. On pourra voir s'il y a une pertinence effectivement à solliciter des coordonnateurs ambulanciers sur une amplitude plus large. Mais l'objectif initial de la réforme, c'était bien d'avoir des coordonnateurs en journée. Troisième, c'était sur les conventions et le renforcement des conventions. Alors, je le répète, sur les conventions tripartites, l'objectif initial n'était pas d'aller sur ces arbres de décision et de répartition des compétences métiers, avec, je l'entends, une question sur finalement des compétences de qui on parle dans ces conventions, et j'entends que c'est surtout sur les transporteurs sanitaires qu'il y a cette question du champ d'intervention. Bon. Il faudrait effectivement que ce soit un champ d'intervention défini aussi avec les sapeurs-pompiers. Mais ce n'est pas l'objectif initial des conventions tripartites. L'objectif de ces conventions, c'était bien d'améliorer la qualité de la prise en charge, de définir des axes de formation et de ne pas rentrer dans ces arbres de décision. On entend que là, sur les premiers retours qu'on a du terrain, il y a vraiment besoin qu'on soit plus clair sur ce qui est attendu dans ces conventions tripartites et qu'il y ait un accompagnement renforcé. Moi, c'est ça que je retiens des échanges qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il va falloir être plus clair sur ce qu'on peut mettre dedans, ce qu'on ne peut pas mettre dedans et quel est vraiment l'objectif de ces conventions. Je voudrais qu'on avance un peu sur les autres dossiers. Juste très rapidement. Parce qu'on très rapidement, mais on aura deux interventions à faire. Ah ouais. Très rapidement, x2. Ben oui, c'est normal. Alors vite. Merci. Louise, si nous étions d'accord sur cette application il y a un an en arrière, pas de souci. Mais aujourd'hui, vu le retour que nous avons, il est nécessaire de l'introduire. Parce que sinon, on n'a pas besoin de la convention tripartite. Le cahier des charges fixe déjà tout cela. Notre formation, nos éléments. Si on a voulu le restructurer, c'est justement pour dire que cette convention tripartite peut fonctionner et éliminer aussi ces conventions qu'on pouvait avoir sur le côté, qui posent problème, notamment sur la requalification. C'est toujours ces zones grises. Donc, il est important, deux options. Première, on muscle notre convention tripartite. Et je ne dément pas ce que j'ai signé, ce que nous avons mis en accord il y a un an, mais ce retour d'expérience doit nous faire évoluer. Et le deuxième élément, c'est si on n'arrive pas à muscler celle-là, qu'on soit négociateur et signataire dans la convention supra. Dominique, très rapidement. Alors moi, je voulais juste faire un petit retour aussi sur la sectorisation, parce que ça a été évoqué, mais on n'est pas revenu dessus.
Alors là aussi, il y a normalement, c'est prévu, des commissions de suivi sur la sectorisation. Pour l'instant, quasiment aucune se sont mises en place. Et là, je pense qu'il faudrait qu'on accélère un petit peu le mouvement, parce qu'à un moment, on va se percuter avec l'assurance maladie, qui attend des résultats, de savoir où on en est un petit peu avec les sectorisations et les statistiques. Et il va peut-être falloir aussi faire quelques ajustements à un certain niveau. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait qu'on pousse un petit peu le calendrier pour avancer sur ces fameuses commissions sur les sectorisations. Peut-être un petit mot sur les sectorisations, parce que c'est à la fois récupérer les données et après travailler sur des indices de qualité pour... C'est un deux temps, quoi. On ne récupère pas juste les données. Exactement, c'est ce que je disais. Donc, on va avoir le bilan de la réforme et ce qui nous permettra ensuite de travailler sur sectorisation, amplitude horaire. Et ce bilan doit être fait évidemment conjointement entre la Direction générale de l'offre de soins, la Direction de la sécurité sociale, l'assurance maladie et qu'il y ait ensuite derrière des axes qui soient identifiés de travail. Je rappelle qu'il y a l'outil de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté qui est utilisé pour regarder quelles sont les organisations mises en place et si elles sont pertinentes ou non. Donc c'est aussi ça qui va nous aider dans le cadre du bilan. Mais c'est ce que vous dites, c'est en deux temps. D'abord, il y a le bilan et ensuite, il y a les axes d'amélioration qui vont en sortir. Je voudrais, avant qu'on prenne les questions de la salle, qu'on aborde 3 autres dossiers sur lesquels vous êtes aujourd'hui engagés et qui concernent le métier. L'un qu'on a abordé hier, c'est la suspension ou en tous les cas l'allègement, ou je sais pas comment dire, de la période probatoire au niveau du permis. Alors je sais que c'est un dossier en cours, on l'a abordé hier. Où en est-on et dans quelles conditions cet allègement, suspension, retrait, contournement de la période probatoire va se faire? Alors, sur la période probatoire, ce dont on parle, c'est la possibilité pour les personnes en permis probatoire d'entrer en formation d'ambulancier et d'exercer ensuite en tant qu'ambulancier sans pour autant pouvoir conduire les SMUR, puisque voilà, il y a des questions de qualité de prise en charge. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille. On ne peut pas supprimer la période probatoire simplement parce que ça n'est pas du ressort du ministère de la Santé, c'est du ressort du ministère de l'Intérieur de travailler sur les périodes probatoires. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est définir le cadre dans lequel on a le droit de faire du transport sanitaire urgent et donc du coup, il sera possible de le faire avec un permis probatoire. Quand, a priori? Alors, nos objectifs, c'est de le mettre en place pour la rentrée 2024. Et ça sera destiné à quel profil exact de jeunes qui appelés à devenir ambulanciers? C'est-à-dire des gens qui seront en formation, ne seront pas en formation, auront le permis, ne l'auront pas et devront faire ou pas des modules de complément. Je suis très précis, hein, je suis désolé, mais... Alors, l'objectif, c'est de pouvoir attirer, puisque l'enjeu, c'est l'attractivité de la profession. L'enjeu, c'est de pouvoir attirer des jeunes qui arrivent avec un permis à 18 ans, en fait, hein, qu'on puisse avoir d'emblée pour objectif de se former pour devenir ambulancier. Je précise aussi que ce qui va changer, c'est qu'il sera possible de s'inscrire à la formation sans avoir encore le permis et d'obtenir le permis jusqu'au premier jour de la formation. Donc ça nous fait aussi gagner quelques mois et ça peut aussi mettre l'été à profit pour les jeunes pour qu'ils puissent passer le permis. Donc ce qu'on cherche à attirer, c'est ces jeunes de 18 ans donc, qui vont rentrer en formation, qui auront une formation renforcée qu'on est encore en train de définir, une formation à la conduite d'urgence qui sera réalisée alors certainement au sein des instituts de formation ambulanciers, mais c'est aussi en cours de construction. Ils auront cette formation renforcée et l'objectif, c'est qu'ensuite, ils puissent conduire avec leur permis probatoire. Deuxième dossier, on ne l'a pas évoqué vraiment là hier, mais il est important, porté par cette directive européenne, c'est les ambulances à deux pour le coucher. Évidemment, c'est un dossier sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Comment pouvez-vous avancer sur ce dossier pour faciliter la mise en œuvre effective de leur déploiement? Alors, aujourd'hui, les ambulances, c'est un patient et c'est un patient couché. Les ambulances à deux sont utilisées dans d'autres pays d'Europe et en fait, elles ont pour caractéristique d'être extrêmement polyvalentes.
Donc on peut les utiliser pour un transport de patients couchés, pour un transport de personnes à mobilité réduite avec un fauteuil. On peut les utiliser pour transporter un équipement important, un équipement médical. Donc elles ont cette polyvalence. L'objectif, ce sera de déterminer dans quelles conditions ces ambulances A2 peuvent transporter plusieurs patients et de savoir quelles peuvent être les configurations de transport de plusieurs patients. C'est-à-dire, est-ce que c'est des patients allongés, assis, en fauteuil? Il faudra qu'on détermine ces éléments-là. Mais ça fait déjà plusieurs années, ça fait depuis 2020 que l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, a encouragé le fait de reconnaître ces ambulances en France. Donc c'est un objectif qu'on porte. Alors on le porte dans le cadre d'un groupe de travail que l'on mène et auquel participent les fédérations. C'est un groupe de travail sur les équipements des ambulances, les équipements et la carrosserie des ambulances. Donc aujourd'hui, on est en train de revoir l'ensemble des équipements et c'est la priorité, c'est la première phase de ce groupe de travail. En 2024, l'objectif, c'est de travailler sur le A2 et de définir ensemble concrètement quel patient on transporte, selon quelle modalité, quelles sont les configurations de l'habitacle. C'est un groupe très pratico-pratique sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et une fois qu'on aura défini clairement ce qu'il est possible de faire, il y aura ensuite évidemment les négociations avec l'assurance maladie pour voir quelles sont les rémunérations qui correspondront à ces transports. Il y a des enjeux un peu similaires sur un autre dossier que lui, on a évoqué hier, qui est le bariatrique. Quels sont les axes de travail de la DGOS pour faciliter sa mise en place? Il faut définir le seuil, il faut définir les conditions de prise en charge. Enfin, il y a un certain nombre de sujets. Oui, alors le transport bariatrique, c'est une priorité pour la DGOS. Il y a un vrai enjeu de santé publique sur ce sujet. Vous le savez certainement, l'obésité est en augmentation constante et les projections de l'OMS sur les 10 prochaines années sont qu'il y aura encore plus de personnes en situation d'obésité. Donc, il est important qu'on puisse offrir un service de transport bariatrique et qui respecte la dignité des personnes, puisque c'est un enjeu vraiment très fort. Aujourd'hui, ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des transports de personnes, les transports bariatriques ne sont pas, l'organisation d'un transport d'une personne obèse parfois n'est pas dans des situations optimales, avec des problématiques d'avoir recours aux pompiers, d'utiliser des transports qui ne sont pas adaptés. Donc vraiment, l'enjeu, c'est d'avoir des transports avec l'équipement qui correspond et la carrosserie qui correspond. On prendra les questions après, s'il vous plaît. On laisse finir. Merci. On prendra les questions après, s'il vous plaît. Merci. Point. Alors, il existe par ailleurs aujourd'hui certains transports qui sont adaptés. Mais voilà, l'objectif pour nous, c'est de vraiment clarifier quel est le cahier des charges. Donc, c'est le travail qu'on fait en ce moment. Quel est le cahier des charges pour l'équipement et la carrosserie pour le transport bariatrique. Donc là, il y a un cahier des charges pour fin 2023 qui doit être déterminé par le ministère de la Santé. Et ensuite, il y aura une inscription dans le droit commun, puisque je parlais tout à l'heure du groupe de travail sur les équipements et la carrosserie, c'est la révision d'un arrêté. On intégrera tous ces éléments dans cet arrêté horizon fin 2024. Donc voilà, c'est les travaux qui sont en cours sur le sujet. Réaction sur ces 3 points, ou 2 ou 3 de ces points de Thierry et Dominique. On va essayer de se partager les sujets. Moi, je veux revenir sur le permis de conduire et la période probatoire. Déjà, merci de ces avancées-là. Par contre, elles ne correspondent pas à ce que nous souhaitions au départ. Pour vous le rappel, notre départ était d'inclure le permis de conduire comme un module, notre diplôme d'état d'ambulancier. Pour des raisons que nous connaissons, les IFA, certains IFA ont fait en sorte de dire on n'a pas la possibilité de, dont acte. Le fait qu'on puisse permettre à des jeunes de rentrer à l'école sous la période probatoire, parce que c'est ce qui va se produire, peut nous convenir sous certaines conditions. La condition essentielle, c'est que nous souhaitons que pour pouvoir aller dans cette option-là, il faudrait que le candidat ait passé son permis de conduire dans un institut de formation et non pas dans une auto-école tout simple. Et non pas en faisant 7 heures ou 8 heures ou 9 heures de formation complémentaire dans le cadre de la formation. Nous souhaitons sécuriser cela en amont.
C'est pour cette raison-là que nous allons vous proposer dans les quelques jours qui arrivent cet esprit, ce qui va régler beaucoup de problèmes. Parce qu'on a bien compris que certains IFA étaient opposés à cela pour des problèmes aussi de personnel, mais aussi des problèmes de coût de formation. Donc si on le met à l'extérieur, on sait le gérer, c'est notre problème. Et pour nous, pour pouvoir être attractif, on pourrait demander à des jeunes qui n'ont pas le permis de conduire, avec un contrat de travail adapté, de le prendre, de lui faire passer cette formation de X heures. Et là, on sera sûr qu'il aura eu son permis de conduire dans le cadre de notre métier, comme l'ont fait les transporteurs de voyageurs, comme le font les transporteurs qui ont pu le mettre dans leur diplôme. Bon, nous, on n'a pas pu le faire dans acte, mais par contre, il serait souhaitable de mettre cette condition en amont. Et là, on matche sur les deux. On matche sur l'attractivité, parce qu'un permis de conduire, c'est quand même cher. Et on arrive. Et on le sécurise, parce que de conduire un VL dans une auto-école ou de conduire une ambulance, ce n'est pas du tout la même démarche. Donc là, on est très attaché à cela et nous ferons une proposition de ce niveau-là. Alors, autre sujet, donc le véhicule à deux. Le véhicule à deux, comme vous l'avez dit, il y a des groupes de travail, donc c'est vrai que ça fait longtemps quand même que le sujet est sur la table. Donc là, maintenant, il y a des groupes de travail, un calendrier est fixé. Moi, je vais me contenter de rappeler l'objectif qui est le nôtre concernant le véhicule à deux. C'est tout simplement, effectivement, de donner la possibilité aux ambulanciers français d'utiliser des véhicules qui sont reconnus dans le code européen. Voilà, le principe de base est celui-ci. Donc, de pouvoir transporter à bord de ces véhicules une personne allongée et des personnes assises ou des personnes assises. Voilà, pour pouvoir faire du transport à la fois allongé, à la fois assis. C'est ça ce critère. Le but est de pouvoir donner un petit peu des moyens complémentaires d'optimisation dans les entreprises, de façon à ce que les chefs d'entreprise, les entreprises puissent gérer avec un outil complémentaire leurs besoins de transport et de prise en charge. Voilà l'objectif qu'on a sur le véhicule à deux et ce vers quoi on souhaite se diriger. Donc voilà, je crois que c'est important de le rappeler. Ensuite, donc, le troisième sujet, c'est le bariatrique. Le bariatrique, c'est un problème qui aussi est sur la table depuis longtemps. C'est un problème qui est beaucoup plus compliqué que ce qui ne peut y paraître vu de l'extérieur quand on commence à vouloir légiférer sur le thème. Et de ce côté-là, je reconnais qu'il y a eu plusieurs essais qui n'ont pas été transformés parce que le sujet est compliqué. Il semblerait maintenant qu'on se dirige de façon un peu consensuelle vers une façon d'appréhender le bariatrique sur deux axes. Un axe qui est un transport bariatrique spécialisé avec un véhicule spécialisé en collaboration avec les centres d'obésité, pour leur collaboration plus ou moins proche, mais enfin avec au moins une vue des centres d'obésité qui, eux, gèrent sur les territoires ces problématiques. Et une notion d'obésité moins importante, mais qui nécessite quand même des moyens matériels complémentaires, de façon à ce qu'on puisse effectuer nos missions dans un minimum de règles du travail et de sécurité pour nos équipages. Donc je pense que c'est à peu près le consensus dans lequel se dirige maintenant cette notion du bariatrique. Alors là aussi, il y a un calendrier, et c'est fin 2024. Hein, voilà. Donc bon, voilà un petit peu les axes. Alors, Thierry, je crois que tu voulais rajouter quelque chose sur le bariatrique. Et sur l'ambulance à deux. Effectivement, l'ambulance à deux est sur l'ensemble du territoire européen. Et là, je fais un clin d'œil à l'assurance maladie, c'est que dans les autres pays européens, il y a des accords qui ne sont pas payés par l'assurance maladie, mais par les hôpitaux. Donc, il va falloir qu'on puisse, en complément de tout ce travail-là, et bien sûr que nous le soutenons et nous le cautionnons, réfléchir aussi à la tarification de cette ambulance à deux. Et vraiment la poser sur la table avant de dire on prend les décrets ou pas. L'autre élément, c'est pareil sur le... Non, oui, mais il faudra bien qu'on écrote, parce qu'on ne parle pas de tarification, je suis d'accord, mais il faudra bien qu'il y en ait une. Donc il faudra bien, à un moment donné, la creuser. On n'a pas besoin de tarification spécifique. Hein. On sait transporter des personnes... On a des tarifications pour les personnes allongées, on a des tarifications pour les personnes assises, on sait faire. Écoute, moi, si l'assurance maladie est d'accord avec ça, nous signons demain matin, bien évidemment.
Mais là, on verra. Sur le bariatrique. Non, et sur le bariatrique, servons-nous aussi de cela, puisque effectivement, on voit bien les deux orientations. Et si on travaille l'organisation sur la bariatrique spécialisée, ça pourra nous mettre aussi les prémices de l'organisation que nous voulons pour les transports programmés. Donc on a vraiment une vraie dynamique à jouer. Il ne faut pas recommencer ce que nous avons vécu et ce que nous vivons aujourd'hui sur les transports normalisés, où tout le monde a des ambulances, tout le monde a des VSL. Et aujourd'hui, notre taux d'occupation est assez bas parce qu'on connaît qu'il y a cette désorganisation-là. Et je me vois mal que toutes les entreprises de France et Navarre achètent des ambulances à 130 140 000 euros sans qu'il y ait une véritable organisation derrière. Donc il y a une réflexion à pousser à ce niveau-là. Un petit mot de réponse et d'éclairage, peut-être sur ces points rapides. Alors, rapidement, sur le permis de conduire, pour rapidement, bon, je ne découvre pas que vous souhaitez qu'on aille plus loin dans l'organisation de la formation pour intégrer le permis de conduire. On en a échangé ensemble il y a une quinzaine de jours et on attend effectivement les travaux que vous mentionnez. Simplement, il y a... Et je l'ai dit tout à l'heure, le ministère de la Santé qui peut organiser, qui peut conduire un transport sanitaire. Et puis, il y a des travaux avec le ministère de l'Intérieur sur comment est-ce qu'on obtient le permis de conduire. Et on n'est pas dans la même temporalité si on doit engager des travaux conjoints avec le ministère de l'Intérieur. Voilà. Et le calendrier de septembre rentrée 2024 serait plus compliqué à tenir. Voilà. C'est le premier point. Sur les autres, sur les enjeux sur le bariatrique, effectivement, la question c'est est-ce que ce sont des véhicules dédiés en lien avec les CSO, les centres spécialisés obésité? Est-ce que ce sont des véhicules classiques, adaptés, avec un équipement adapté? Mais ça, la question est encore devant nous et dans la construction du cahier des charges. Je rappelle que c'est en 2 temps. On a un premier cahier des charges la fin d'année, ce qui permettra aussi de commencer les travaux avec l'assurance maladie pour les négociations conventionnelles et le financement. Et puis, on a aussi ces travaux de plus long terme dans l'arrêté qui, là, vraiment font entrer dans le droit commun l'ensemble des caractéristiques, des types de véhicules et les équipements. On est toujours, mais c'est la question, c'est comment on articule d'un côté des cahiers des charges, des demandes d'équipement et en même temps le modèle économique. Et en fait, comment les deux peuvent... Et c'est la même question sur le A2. En fait, quelle est l'organisation qu'on prévoit et en parallèle, quelle va être la soutenabilité financière pour les entreprises, quel va être le nombre de demandes. Parce que sur le bariatrique, c'est quand même aussi un enjeu majeur, c'est de pouvoir évaluer quelle va être la demande de transport, sachant qu'aujourd'hui, il y a du transport bariatrique, mais peut-être pas la demande n'est peut-être pas à hauteur du besoin. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est un enjeu de santé publique, c'est que si on rehausse l'offre de transport bariatrique, il y aura plus de demandes. Donc, on est dans ce jeu permanent entre trouver un équilibre entre les deux. Voilà. Et c'est un peu ce qu'il y a en commun entre ces deux sujets et ce qui explique la complexité et le fait qu'on avance pas à pas. On va allumer un peu la salle et prendre les questions dans la salle sur les différents sujets qu'on a abordés avec les deux présidents et Louise. Est-ce qu'on peut éclairer un peu la salle? Vous levez vos mains et le micro s'en vient à vous. Oui. Bonjour Madame Piouet, Vincent Juteau, Champ National et vice-président de la TSU, donc un sujet UPH qui nous concerne. Vous avez failli nous rassurer en commençant par la définition d'une carence ambulancière comme on la conçoit tous. Ce qui nous inquiète le plus, vous l'avez compris, c'est ce que définit la loi Matras avec cette requalification de la carence. Pour nous, il n'y a pas de requalification possible et on en est très très inquiet parce que dans la loi Matras telle qu'elle est inscrite et avec l'application du décret maintenant, on a une requalification qui peut être possible, même si un ambulancier n'a pas été contacté ou sollicité. Et ça, c'est une vraie inquiétude. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas appeler ça une carence ambulancière lorsqu'un ambulancier n'a même pas été sollicité. Le deuxième sujet, c'est concernant la réforme de l'urgence. Vous avez indiqué qu'il y avait un simulateur qui avait défini un cadre, défini une activité, défini des jauges où on mettait un effecteur, où on n'en mettait pas, où on en mettait plusieurs.
Dans ce simulateur, tout a été construit autour du secours à personne en France, avec la carence ambulancière, avec les données des SDIS, avec les données ambulancières. Tout était mélangé. Et là, on est en train de vouloir nous imposer une convention tripartite qui ne traite que du TSU, du transport sanitaire urgent, mais en aucun cas du secours à personne. Et là, on n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on a vraiment motivé, entre guillemets, nos adhérents hier, dans le sens où cette convention tripartite qui va ne traiter que du potentiel TSU, c'est tout le champ du secours à personne qu'il faut retraiter. Vous avez indiqué que l'ARS Bourgogne-Franche-Comté va retravailler sur cette réforme pour faire une photo. C'est ce qu'on a compris lors du dernier échange il y a une quinzaine de jours. J'ose espérer qu'on aura le même champ de visualisation. Et par rapport à ce que disaient Dominique et Thierry tout à l'heure, sur cette notion de bascule de l'activité, on n'a vraiment pas envie qu'on soit les dindons de la farce, excusez-moi de l'expression. Donc il faut vraiment qu'on ait cette analyse, que le secours à personne aujourd'hui, il y a un patient derrière, et peu importe l'effecteur, qu'il soit rouge ou blanc, mais il y a un patient derrière, et c'est celui qui est le plus près, l'effecteur le mieux disant temporel, lorsqu'on s'accorde à le rappeler régulièrement, qu'il faut traiter. Mais en aucun cas, aller chercher la querelle, et surtout pas dans une application arbitraire de la loi Matras. Merci. Je vais aller dans votre sens sur les 2 points, sur les carences. Je le répète, quand bien même la loi Matras parle de requalification a posteriori, l'ensemble des critères qui sont posés par le Conseil d'État restent les critères de la carence, y compris la sollicitation d'un transporteur sanitaire. Est-ce que ça dédie ce que peut dire la loi Matras? À un moment, est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre? Je dis les choses de manière un peu triviale. La loi Matras dit qu'il peut y avoir une qualification de la carence demandée à l'issue de l'intervention, demandée par le SDIS au SAMU. Donc déjà, elle dit que c'est le SAMU qui doit reconnaître la qualification en carence, et elle ne modifie pas la définition de la carence qui reste valide. C'est en tout cas la manière dont on lit le texte côté santé, et c'est la manière dont on diffusera l'instruction pour rappeler quel est le cadre. Par ailleurs, je le disais, la commission de conciliation paritaire est un lieu où on va en débattre. Ce n'est pas un lieu qui a vocation à trancher et faire jurisprudence, puisque ce n'est pas un tribunal arbitral, c'est un lieu de conciliation. Et si le désaccord persiste, il faudra faire préciser par le juge la manière dont on interprète la coordination entre ces 2 textes. Donc on est d'accord sur cette interprétation de ce qu'est une carence. Sur votre deuxième point qui est, je l'entends, les conventions tripartites. Et le soin à la personne. Et le soin à la personne. Ne pas être qu'un transporteur et qu'un transporteur mal qualifié. Si Tout à fait. Avec les ambulanciers sont des professionnels de santé, et l'objectif, c'est aussi, à travers ces conventions tripartites, de pouvoir utiliser pleinement l'ensemble des attributions qui sont celles des ambulanciers. Donc, de pouvoir travailler, de pouvoir, en lien avec le médecin du SAMU, réaliser des actes, ou sur prescription du médecin, réaliser des actes. Et c'est aussi l'objectif dans ces conventions. Moi, je repars de ces échanges avec en tête cet enjeu majeur de la convention tripartite, cette question de répartition des compétences entre les blancs et les rouges qui traverse les débats au niveau des conventions tripartites, mais à d'autres niveaux de la loi Matras aussi, sur l'envoi de moyens entre le SAMU et les SDIS. Donc c'est effectivement un axe sur lequel il faut qu'on travaille au niveau national pour être clair sur ce qu'il est attendu ou pas de ces conventions. Autre point, autre question. Oui, je vais peut-être prendre juste derrière monsieur qui lui est là. Voilà, et après. Bonjour, excusez-moi. Monsieur You, nous sommes de la région nantaise. 2 choses. Alors moi, on entend parler d'Europe, c'est très bien, mais j'aimerais aussi revenir sur la problématique du permis, mais du permis C, plus particulièrement du permis C1. On parle de bariatrie, on parle d'ambulances de plus en plus sophistiquées, et on sait tous, nos véhicules sont en surpoids. Donc on ne voit rien avancer de ce côté-là, alors que du côté du ministère de l'Intérieur,
Le permis C1 va être facilité pour les sapeurs-pompiers et même pour les associations agréées sécurité civile. Si on regarde sur le territoire national, ceux qui font le plus de transports médicalisés, n'en doivent pas moins, c'est les chiffres de l'ORU, ce sont les ambulanciers privés. Quid de l'avancée de ce permis, parce qu'à un moment ou à un autre, le drame va arriver et on se rendra compte que les véhicules sont non conformes. Voilà, ça c'est la première question. Deuxième, on parle de la réforme de l'urgence préhospitalière. Je crois que le terme, il n'était pas bon sur l'avenant 10. Ce n'était pas une réforme sur la réponse à l'urgence préhospitalière pour nous. Nous sommes la Loire-Atlantique, vous le savez peut-être, nous sommes dérogatoires encore sur cette organisation. Nous l'étions déjà depuis 2003. Et je pense que ce qu'il faut, c'est mettre l'ensemble des acteurs dans la boucle. Et vous nous avez octroyé 138 000 heures pour l'organisation de la réponse à l'urgence préhospitalière. En réalité, c'était de la permanence de soins. Nous n'en avons pris que 90 000. Nous n'avons aucune zone blanche. Ça donne satisfaction à l'ensemble des acteurs. Mais surtout, nous travaillons en concertation avec le SDIS, puisque là aussi, si on revient à l'Europe, nous avons le plus grand nombre de véhicules de transport sanitaire d'Europe, avec des délais d'intervention quasiment les plus longs, tout moyen confondu, un taux de récupération des arrêts cardio-respiratoires qui est catastrophique, 5%, alors que si on géolocalisait l'ensemble des moyens, c'est ce qu'on fait en Loire-Atlantique, on a 137 ASU qui sont équipés des mêmes tablettes, des mêmes fiches bilan, des mêmes possibilités de faire un électro que ceux du SDIS, 125 VSAV. Ça fonctionne. On n'est pas dans une guerre blanc-rouge, on est dans une complémentarité de moyens. Et là, c'est la même chose. Combien de kilomètres on parcourt à vide? On parlait hier de l'impact carbone. Bien justement, limitons les kilomètres à vide. Si l'ambulance est géolocalisée, et c'est ce qui se passe parce qu'on fonctionne là encore en silo, par département, mais on travaille en concertation avec nos collègues de Vendée. Et une ambulance, par exemple, de Vendée qui dépose un patient en Loire-Atlantique, son temps est improductif, le temps d'attente. Ce véhicule-là peut être déclenché sur une urgence préhospitalière. Même chose sur le retour. Vous imaginez un peu le nombre de véhicules. Et là, comme disait Vincent, c'est une réponse à l'urgence. C'est une réelle réponse à l'urgence. Complémentarité des moyens. Sur ces... Merci pour votre intervention. Alors, il y a effectivement une organisation particulière en Loire-Atlantique qui se distingue de ce qui a été mis en place sur le reste du territoire. Dans le cadre du bilan, il y a aussi un objectif de voir qu'est-ce qui fait que l'organisation n'est pas la même avec la géolocalisation dans le 44. Et avec plusieurs questions pour nous qui sont, est-ce que c'est réplicable parce que les départements sont très différents. Là, on parle de la région nantaise. Donc, quels sont les critères qui font que ça fonctionne, la géolocalisation? Et est-ce que c'est aussi des critères de disponibilité d'un nombre d'entreprises? Il y a un ensemble de... On laisse Louis finir. Non, mais juste 30 secondes. C'est le patient qui prime. Et la disponibilité, justement, il n'y a pas de garde dans la journée. On a 137 véhicules géolocalisés. C'est ça toute la différence. C'est le véhicule qui va être dispo à l'instant T. Okay. Si on fonctionne en silo, c'est seulement 11 véhicules qu'on aura eu sur le département. Merci. Oui, alors j'entends, je vois bien quelle est l'organisation localement, mais ça fonctionne puisqu'il y a beaucoup de véhicules disponibles. Donc la question pourrait être quels sont les critères en fait qui font que ça fonctionne dans le 44. Et c'est l'objectif aussi de pouvoir dire quelles sont les conditions que ça fonctionne. Et objectiver le fait que ça fonctionne, c'est de se dire est-ce qu'effectivement on a une bonne réponse sur le transport sanitaire urgent? Qu'est-ce que ça a comme impact sur le transport programmé? Enfin, c'est toute l'organisation qu'il faut qu'on regarde pour voir est-ce que ça marche? Si ça marche, à quelles conditions ça marche? Et effectivement, c'est intéressant de voir ce qui s'est mis en place. Et sur l'autre sujet qui était le permis, le C1? Alors, sur le permis poids lourd, effectivement, c'est une question. Alors, elle revient... En fait, il faut qu'on la prenne dans le bon sens, c'est-à-dire que ce n'est pas tant aujourd'hui la question du permis poids lourd, on en a échangé ensemble dans le cadre des discussions autour de la formation au permis, mais comme on est en train de travailler sur les équipements des ambulances, la question est finalement quels sont les véhicules, les types de véhicules, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule.
et quel est le poids final de ce qu'on demande. Voilà. Et à partir de là, se dire, est-ce qu'il faut ouvrir ce sujet dont on sait que c'est un sujet, le sujet du permis poids lourd. Il faudra voir aussi quel est l'impact, quel est réellement le besoin et quel serait l'impact d'avoir un permis poids lourd. Mais c'est un sujet qui est plutôt à prendre d'abord par le côté quels sont les équipements nécessaires pour prendre en charge le patient et quel est le poids total du véhicule. Oui. Maurice Wolf, FNMS. J'insiste sur une chose qui est importante, la nécessité pour notre profession de réussir cette convention tripartite et la signature, avec notamment bien comprendre l'arborescence de décision, comment ça marche, comment marche la carence. Parce qu'en plus, vous le savez, nos ambulanciers maintenant sont mieux formés, c'est cette campagne des nouveaux gestes. Et on sait tous, en plus, dans la profession, qu'on manque entre 10 et 15 000 ambulanciers pour faire le travail tous les jours. Cette urgence préhospitalière, en plus d'être un enjeu économique pour notre profession, en plus d'être une réponse aux patients et aux territoires, c'est aussi une réponse à nos salariés en termes de sens, en termes de « je fais un métier qui me plaît, dans lequel je suis, parce que ça a du sens ». Si jamais on rate cette convention tripartite et qu'on ne la signe pas, c'est le message d'ordre de tout le monde, on risque en plus d'avoir un retour de manivelle dans nos entreprises où les équipages nous disent « mais attendez, je suis formé ». Et finalement, l'urgence, je ne suis pas un acteur comme j'aurais pu l'être parce que j'ai les compétences. Donc on a aussi ce jeu humain, si je puis dire, de réussir, parce que sinon, en termes d'attractivité et de fidélisation de nos collaborateurs, on va avoir un vrai sujet qu'on a d'ailleurs déjà aujourd'hui. Merci pour ça. Commentaire. Oui, monsieur, question. Oui. Bonjour, monsieur Baril, je suis également du 44. Ah, on ne vous entend pas bien avec le micro, il faut le tenir, voilà. Ça marche. Oui, bonjour, Ouais. monsieur Baril, je suis aussi ambulancier dans le 44, mais je voulais vous interroger sur un autre sujet qui était prévu dans le programme de ces 2 jours dont on n'a pas encore parlé. Et c'est, je pense, un sujet qui impactera fortement nos entreprises, tant en termes économiques qu'en termes de relations avec les établissements de santé. Et c'est un sujet dont, monsieur Schifano, vous êtes certainement très au fait, puisque un audit a été réalisé par une société que vous connaissez très bien, je suppose, Santé Mobilité Service dans le département, à la demande de l'ARS. Ce sont les plateformes de régulation du transport sanitaire. Et ma question, c'est quelle est la position de la fédération, de nos fédérations, la position de la DGOS et de la CPRM qui n'est pas là aujourd'hui, mais sur ces nouvelles plateformes, quid de la gouvernance, quelle est la place des ambulanciers dans ces plateformes? Voilà, grosso modo, ma question. Et c'est un sujet qui est, je pense, très important. On a parlé de l'ambulance A2 qui nous impactera certainement dans un temps plus long, mais les plateformes de régulation, c'est demain. C'est un sujet, nous, qui est revenu en commission de concertation cette semaine. Donc, je voulais connaître les diverses positions. Merci. Peut-être un mot, des présidents et après de Louise. D'accord. Sur les plateformes, on est très clair là-dessus. On ne veut pas de plateformes qui font de l'intermédiation. On s'est mis d'accord avec l'assurance maladie dans le cadre de l'avenant numéro 11 de dire qu'il y aura une négociation, une discussion pour définir la cahier des charges d'une plateforme de transport. Voilà, et ce n'est pas 2024 ou 2025, parce que tant que les travaux ne sont pas engagés, on ne sait pas où ça mène. Et aujourd'hui... Mais il y a déjà un cadre qui existe. Il y a un cadre qui existe, il y a un cahier des charges qui n'a jamais été appliqué, qui n'a jamais fonctionné. Et on voit malgré tout des dérapages se formuler. Donc c'est pour cela qu'on dit pas d'intermédiation, il y a un accord collectif des fédérations pour dire on ne veut pas d'intervenants qui font de l'intermédiation entre l'entreprise et l'hôpital. Après qu'on travaille l'organisation et compagnie, c'est un autre élément pour pouvoir le réaliser. Oui, non, j'aurais tout aussi clair sur le sujet, hein, en ce qui concerne la position de la Chambre sur les plateformes. La règle, c'est effectivement, c'est non, pas d'intermédiation. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient se positionner entre le patient et l'ambulancier. Et pour ça, au besoin, et en tout cas c'est la volonté qu'on a exprimée, il y a des discussions en cours sur le sujet. On souhaite avoir un soutien, voire une protection aussi de nos administrations de tutelle sur ce sujet, de façon à ce qu'il y ait des règles de fonctionnement, d'éthique et de fonctionnement qui soient mises en place et qui soient
supervisé à la fois par la profession, mais à la fois aussi par les tutelles et par le payeur, parce qu'il est concerné aussi, parce que s'il y a l'intermédiation, il participera aussi au financement des partenaires extérieurs. Donc voilà, la position est relativement claire là-dessus en ce qui nous concerne aussi. Louise, un mot. Aujourd'hui, côté des GOS, ce n'est pas un travail qu'on conduit. Le travail sur les plateformes d'intermédiation, c'est plutôt une discussion effectivement avec l'assurance maladie, s'il y a des discussions côté tutelle, puisque la question c'est effectivement quel est le financement de ce médiateur supplémentaire. Donc moi, je ne peux pas vous répondre davantage. Aujourd'hui, on travaille avec les représentants des transporteurs sanitaires, avec vous qui êtes présents, les transporteurs, et ce n'est pas un interlocuteur qui est identifié pour nous. Autre question qui pourrait y avoir, oui. Est-ce que le micro peut venir jusqu'ici? Oui, Jean-Luc Bellaval, FNMS et président d'ATSU. Je voudrais être sûr. Le micro plus près, si possible. Oui, merci. Je voudrais être sûr, quand vous allez repartir de notre convention, que je reviens sur les tripartites, bien évidemment. Je reviens sur les tripartites. Pour faire une tripartite, il faut être 3. On ne peut pas la faire à 2. Si on revient en 2008, si on revient au moment où on crée les bipartites, parce qu'à un moment donné, la profession a su s'organiser, a su démontrer toute sa compétence dans l'urgence préhospitalière. Il a fallu 1 an pour recréer le pendant à cette convention, pour démontrer effectivement qu'on avait notre place, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, dans l'urgence vitale, dans la proximité, dans plein de choses, dans le traitement de l'urgence à travers le système informatique et autres. Aujourd'hui, j'ai un peu le même sentiment à cause de ma trace. J'ai un peu le même sentiment, c'est-à-dire que ce que je vois à l'heure où on se parle, c'est qu'on va encore nous opposer ma trace et on va nous l'opposer de manière forte, non pas dans le sens tripartite, dans le sens où le patient est au centre des débats, mais tout simplement pour reprendre une certaine prépondérance dans le schéma. Donc ça, je crois que ce que dit Maurice est important. Il ne faut pas que ça arrive. Il faudra que vous soyez de notre côté, parce que lorsqu'effectivement le pompier se met au même niveau de compétence que nous, et si nous avions pris les devants dans notre réforme, et je pense aussi à l'ambulancier post-avancé de l'hôpital, on l'a fait dans un sens intéressant pour nos équipes, intéressant pour le patient qui avait besoin de proximité. Je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, ça soit récupéré. Et quand je vois que certains financements ont lieu, quand le pompier nous oppose sa VLSM avec son conducteur et son infirmière, et que l'ARS peut venir financer des expérimentations, ça me gêne énormément. Ça me gêne énormément que l'ambulancier ne soit pas prépondérant sur tous ces sujets. Donc aujourd'hui, je voudrais être sûr que vous serez de notre côté lorsqu'il faudra effectivement battre le fer. Et comme vous avez su le faire lors de la vaccination avec les pharmaciens, que dans l'intérêt public des gens, vous avez associé à la vaccination alors que c'était les soignants jusque-là, j'espère que vous serez du côté des ambulanciers, clairement, pour défendre effectivement leur place dans l'urgence préhospitalière à 3, dans leur activité, dans l'intérêt public, encore une fois, dans l'intérêt des patients, parce qu'on aura besoin, dans certains départements, que vous interveniez de manière forte. Voilà, je voudrais être sûr que vous serez à nos côtés à ce moment-là et que ça ne sera pas du côté des pompiers. Alors, je vous confirme que je repars de cette conférence avec la certitude qu'il faut qu'on travaille sur ces conventions tripartites et qu'on s'assure qu'elles respectent bien les compétences de chacun et l'esprit de donner aux ambulanciers davantage de compétences, que c'est porteur de sens et que l'objectif de tous est bien d'être au service du patient, on est d'accord. Donc et c'est cet enjeu d'attractivité que j'entends, c'est cet enjeu de sens pour la profession et donc tout l'intérêt qu'on puisse regarder aussi, nous, DGOS, comment se construisent ces conventions tripartites. Je le disais, ce n'est pas l'objectif premier que de faire des arbres de décision métier, je l'ai dit depuis le début.
Donc, il va falloir qu'on regarde vraiment comment ça se passe et qu'on s'assure que ce qui est construit est bien dans l'esprit aussi de la répartition des compétences qui est pensée au niveau national. Et c'est aussi pour ça que je disais qu'il y a un risque à aller sur des organisations départementales qui outrepassent en fait le cadre normal d'une convention. C'est qu'il ne faut pas que ce soit contraire à ce qu'on prévoit au niveau national en termes de compétences. Voilà. Juste une question peut-être en complément, et elle est peut-être un peu absurde, mais il y a tout de même un délai sur la signature des conventions tripartites aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on voit là et ce que vous dites là pourrait amener peut-être à reporter un petit peu la date de signature de manière à ce que ça puisse se faire de la meilleure manière? Alors, l'objectif, c'est de pouvoir signer rapidement les conventions tripartites. Notre bilan intermédiaire montrait qu'il y en avait moins de 10% qui étaient signés apparemment à l'été. Donc, on voit bien que c'est compliqué d'aboutir sur ce sujet. Et l'objectif reste bien de les signer là, sur l'année 2023. Alors, la question serait, est-ce qu'il faut avoir plusieurs temps dans ces conventions tripartites avec plusieurs sujets? En tout cas, je ne vais pas m'engager là. L'objectif, c'est simplement de repartir avec les problématiques terrain, la compréhension de ce qui se passe sur le terrain et de se dire, bon, finalement, qu'est-ce qui est attendu de la DGOS en termes d'orientation claire sur ce sujet-là? Moi, je repars avec toutes les problématiques que vous avez énoncées et du coup, ce besoin qu'on soit plus clair sur l'objectif. Oui, Thierry. Micro. Oui, ça y marche. Louise, on a tous ces objectifs-là. Mais nous avions d'autres objectifs. Nous avions l'objectif du permis de conduire en septembre 2023. On avait besoin des VAE bien avant. On sait attendre parce qu'il faut réfléchir, reconstruire notre démarche. Ça dépend aussi que de vos services. Nous, on se tient à votre disposition. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous repartez avec notre vision, ce que nous souhaitons. Et bien évidemment que ça fera partie d'une discussion entre nous. Mais déjà, vous voyez, si on pouvait mettre dans cette convention tripartite la définition de la carence telle que le Conseil d'État le fait, ça commence à mettre des jalons. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous, Président. Merci à Louise d'avoir été avec nous. Merci à vous.